Je me souviens de la première fois où j'ai vu un homme mourir, pas de la mort nette et définitive d'une balle dans la tête, mais d'une mort atroce. Des suffocations, des gémissements, des fumées toxiques qui lui rongèrent les poumons. On se frayait un chemin à travers un tunnel à moitié inondé, à la recherche de fils de cuivre à vendre, les pieds enfoncés jusqu'aux genoux dans des eaux de ruissellement huileuses. Un instant, il était à mes côtés, lampe à la main, maudissant les rats et la boue. L'instant d'après, le sol s'est dérobé sous mes pieds, révélant une fosse de déchets chimiques. Des fumées, jaunes comme le soleil levant, nous ont accueillis. Il n'a même pas eu le temps de pousser un vrai cri. Juste un gargouillis humide, un spasme, et il s'est effondré dans la vase. Quand je l'ai ramené à la réalité, ses yeux étaient comme de la gelée fondue. J'étais enfant. Voilà comment j'ai découvert les bas-fonds. Ici, la vie ne vaut rien. Moins que l'eau qu'on boit, moins que les munitions qu'on accumule. Dans cette tombe industrielle sans fin, tout est empoisonné. L'air, l'eau, la terre sous nos bottes, si tant est qu'on ait la chance d'en avoir. Le sous-sol est une immense cathédrale industrielle de métal et de décrépitude, où des machines de la taille de cuirassés gisent, silencieuses et rouillées. Certains racontent que des bandes vénèrent ces antiques moteurs comme des dieux, leur offrant du sang pour apaiser leurs esprits. Je n'en ai jamais été témoin, mais rien ne m'étonnerait. Quand on est écrasé par des vestiges colossaux et les gémissements obscurs des vieilles machines, il est facile de croire que des fantômes ou des dieux de fer courroucés hantent ces couloirs. À mon réveil, non pas à la lumière du jour, mais avec le goût de la rouille dans la gorge, le grondement lointain de machines résonne comme une bête agonisante, quelque part en dessous. La température oscille sans prévenir. Parfois, une bouche d'aération de fourneau en fonctionnement, très haut, vous cuit à blanc. D'autres fois, une durite de refroidissement rompu vous glace jusqu'aux os. Le système de climatisation du sous-sol ne nous atteint jamais. On survit avec ce qui fonctionne encore et ce qui tombe en panne. Les bons jours, aucune fuite d'acide ne dégouline sur mon lit de camp. Le hub que j'appelle ma maison est une bicoque rafistolée de tôles et de chutes de béton plastique, nichée dans le creux d'un dôme effondré. On bouche les interstices avec des chiffons et des bouts de bois, mais l'air s'infiltre quand même, piquant les yeux, brûlant les poumons. J'ai vécu des décennies dans ce bourbier, et l'odeur ne s'est jamais atténuée. Ozone, pourriture et une odeur de déversement chimique qui s'accroche à tout. On ne s'y habitue pas. Soit on s'engourdit, soit on meurt. On apprend jeune ou on ne survit pas. On apprend à distinguer les ruisselets sur les murs qui ne sont que de l'eau d'une canalisation qui fuit de l'acide qui vous rongera les doigts jusqu'à l'os. On garde un chiffon sur le visage dès que le vent souffle d'en haut. Il charrie des cendres et de la poussière de verre scintillante, si coupante qu'elle peut écorcher la gorge si on la respire crue. Certains se greffent des filtres métalliques sur les narines ou utilisent des respirateurs artificiels récupérés sur des enforceurs abattus. Moi, je me débrouille avec une écharpe imbibée d'une mixture immonde et nauséabonde. Respirer à travers est une véritable torture, mais c'est toujours mieux que d'avaler l'air vicié des fosses septiques. Dans les bas-fonds, même l'air peut tuer. La guilde de l'air à la surface prétend contrôler chaque respiration de la ville. Ils vendent la prochaine bouffée comme une dîme. Ici, le mélange est si saturé de crasse que chaque inspiration est une trahison de son propre monde. Les doreurs ne prennent même pas la peine d'envoyer de l'air pur jusqu'ici. Pourquoi le feraient-ils? Nous ne sommes que des déchets pour eux, de la vermine qui a une voix. Mes bas-fonds s'étendent comme un labyrinthe sans fin de tunnels et de blocs d'habitation, d'acier rouillé et de béton fissuré. Imaginez une caverne si vaste que le mur du fond n'est qu'une rumeur, saturée de carcasses d'usines et de blocs d'habitation en ruine, empilés comme des dents pourries. Des arches effondrées, des passerelles brisées qui pendent comme les côtes d'une bête morte depuis longtemps. Des décombres et de la poussière toxique partout. Les zones inondées forment de lents lacs de boue luisants, dont la faible lueur dans l'obscurité provient du mélange chimique qui s'y produit. Une mer de boue possède une beauté terrible. Sa surface scintille d'un vert et d'un violet huileux, reflétant les champignons biolome au plafond. Mais malheur à vous si vous y glissez. Cette boue visqueuse vous réduira à l'état de squelette en quelques minutes. Je l'ai vu, un imprudent dansant sur un pont de tuyaux, un faux pas, un plouf. Le reste n'est qu'un concert de cris et de bulles, jusqu'à ce que le silence retombe à la surface. Dans les bas-fonds, même le sol peut vous engloutir tout entier. Des communautés, si l'on peut les appeler ainsi, se regroupent là où un coin de terre peut être rendu habitable par la force. Nous appelons notre petit coin « ville des ordures ». Ah bien que ce ne soit guère une ville, juste un cercle de baraques et de conteneurs de stockage recyclés, blottis derrière un mur de ferraille et de barbelés. La barricade est tordue et criblée de trous, mais elle tient les créatures nocturnes,
Et pire encore, à distance. À l'intérieur, 200 âmes, peut-être, tentent de survivre au jour le jour. Des familles, si tant est que ce mot ait un sens ici. Des solitaires, des marginaux, des quasi-sauvages et des obstinés, tous sous des toits de tôle. On a une sorte de marché. Des étals où l'on troque du pain aux champignons, de l'alcool de contrebande, des pièces détachées récupérées. Ici, les balles, la nourriture et les services rendus tiennent lieu de monnaie. Les jetons officiels de la ruche ne valent rien si on ne peut ni les manger ni les utiliser. Il y a un atelier à moitié effondré où un vieux technicien répare tout ce qu'on lui apporte. Prix ou service rendu, à son gré. Au centre se trouve un puits, un vieux fût de combustible qui récupère les gouttes d'un tuyau au-dessus. On la fait bouillir, on la passe au charbon de bois et on fait comme si elle était propre. Elle est plus brune que claire, a un goût de fer et de pourriture, mais c'est de l'eau. Et certains jours, l'eau vaut plus que des munitions. Notre lumière faiblit à travers des lampes chimiques défaillantes et une substance bioluminescente qui recouvre les murs. Un charognard que nous surnommons Glowrod cultive ses champignons dans une grotte voisine et en échange des bocaux contre des munitions. Ça pue et parfois ça crache des spores qui vous font cracher des glaires noires. Mais c'est toujours mieux que de se casser les jambes dans le noir. Plus profondément dans les zones hostiles, des dômes baignent dans une nuit parfaite. On raconte que des choses aux yeux innombrables rôdent juste hors de notre champ de vision. Je n'ai pas envie de le vérifier. Nous tenons bon et renforçons ce que nous pouvons. Au début de notre cycle, le guetteur en haut de la cheminée de l'abri frappe un tuyau pour annoncer que nous sommes toujours là et qu'aucun gang n'arrive. C'est un vacarme qui, à sa manière, rassure. Les créatures d'ici sont aussi cruelles que l'air qu'elles respirent. De temps à autre, un hurlement résonne dans les tunnels. Peut-être des rats des ruches de la taille de chiens, la gueule pleine de lames tranchantes. Peut-être une horreur née des eaux usées, déformée par un régime toxique. On murmure l'existence de vers pâles, gros comme des wagons, qui rongent le fond de la ruche et remontent à la surface pour se nourrir. Je n'en ai jamais vu. J'ai vu un mille-pattes aussi long qu'un bouclier anti-émeute Arbite sortir d'une fissure de la fosse et se réfugier dans notre réserve. Nos couteaux glissaient sur sa carapace. Il nous a fallu un fusil de chasse pour le déchiqueter. La chair empestait les produits chimiques. Quelques-uns, désespérés, y ont goûté. Ils ont passé des jours à vomir. J'en ai fait des choses pour survivre, mais je ne toucherai pas à cette chair des os usées, pas après ce qu'elle a fait à Cord. Cord avait toujours faim. Nous aussi d'ailleurs, mais lui, il aimait bien expérimenter. Une nuit, il a ramené un sac qui se tordait de douleur. À l'intérieur, 2 grosses anguilles des bassins, prises au piège près d'une bouche d'égout. Leur peau était si fine qu'on pouvait voir leurs organes palpiter d'un vert tendre. Il les carbonisa sur un fourneau à prométhium et jura qu'elles étaient saines et sauves. Lui et quelques autres festoyèrent. Peu après, la fièvre les saisit, leur peau se couvrant de furoncles. La langue de Cord devint noire comme de la scorie. Il ne fit pas long feu. Ceux qui survécurent ne furent plus les mêmes. Après, quelque chose dans leur chair les brisa. Ils tressaillirent, marmonnèrent, commencèrent à entendre des voix. Nous avons dû en précipiter un dans les tunnels après qu'il eut tenté d'égorger un enfant endormi, délirant au sujet du dieu Anguille qui lui murmurait en rêve. Comme si les mutants et les bêtes ne suffisaient pas, parfois la mort se présente sous un visage humain, avec quelque chose d'étrange qui bourdonne sous la peau. Je parle des spirateurs, ces petits nobles qui enfilent des armures meurtrières motorisées et se jettent du haut de la flèche pour nous traquer comme du gibier. Ce sont les croque-mitaines des bas-fonds. J'ai un jour traversé les décombres laissés par un spiraire, un gang voisin déchiré en morceaux, des corps pendus à des chaînes, des armures rongées par des outils et des armes dont on ignore presque tout. On n'a jamais vraiment vu le tueur. Juste une lueur sur un toit et un rire synthétique et fluet qui s'estompait dans l'obscurité. Quand la rumeur court que des espions rôdent, même les bandes les plus endurcies se terrent. Ça nous rappelle qu'ici-bas, un prédateur plus redoutable rôde toujours. Généralement quand on se croit en sécurité. Alors on survit surtout grâce aux champignons et aux barres de rationnement. La moisissure verte qui rampe sur les murs, on la sèche, on la broie, on la transforme en une sorte de farine. C'est immonde, mais ça cale. Parfois, la guilde des cadavres laisse des rations d'amidon de cadavre. Ils broient les morts en une pâte nutritive et la pressent en barres. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi ils l'appelaient amidon de cadavre. Je pensais que c'était juste un nom, jusqu'à ce que les caravanes de la guilde traversent nos ruelles. Nous avons entendu leurs chariots bien avant de les voir. Tout le monde s'est précipité à l'intérieur et a verrouillé les portes qui lui servaient de porte. Ma mère, que l'empereur repose en paix, m'a tiré sous un lit de camp et m'a ordonné de me taire. À travers une fente,
J'observais le cortège. Des doreurs de cadavres vêtus de capes caoutchoutées et déchirées, estampillés d'un crâne pâle, une file d'esclaves poussant des chariots chargés de corps, certains frais, d'autres bien plus anciens. L'odeur était celle du souffle même de Nurgle. Même avec des respirateurs artificiels, les membres de la guilde empestaient au l'air dansant. Nous, les frissonneurs, disons que croiser le regard d'un doreur de cadavres porte malheur. Ils prétendent qu'un simple regard suffit à vous condamner à la table d'échafaudage. Alors nous sommes restés cachés et les avons laissés travailler. Ils ont pris nos morts, les corps emballés que nous avions déposés en offrande, et ont laissé une caisse de barres d'amidon de cadavres au milieu du chemin. Paiement ou pot de vin pour nous garder sous leur emprise. Lorsqu'ils sont enfin partis, nous nous sommes éclipsés. J'ai été stupide et j'ai couru la première vers la caisse. J'ai déchiré une barre, ne pensant qu'à apaiser mon mal de ventre. Ça ressemblait à une brique de protéines beige, sèche, parsemée de gravillons. Une bouchée, amère, crayeux, à peine comestible. J'en étais à la moitié quand la vieille Mara me l'a arraché des mains. Mara, une des grand-mères de Scumtown, peut-être 40 ans, elle en paraissait 80. Elle avait survécu à tout. Elle avait aperçu la cité ruche dans sa jeunesse et en savait des choses. Un peu de respect, a-t-elle dit d'une voix basse mais ferme. Tu manges des gens? J'ai eu la nausée. Elle m'a fait comprendre. Ces barres étaient nos propres morts, recyclés. Voilà à quel point la grande Necroanda est tombée bas. Toutes les ressources épuisées, même les corps. Mon ami la reine a essayé d'en rire, disant que c'était mieux que de laisser de la bonne viande pourrir. Mais son rire sonnait creux. Nous étions tous malades, le chagrin plus profond que le dégoût. Et pourtant, nous avons continué à manger. Que pouvions-nous faire d'autre? La famine se moque de la dignité. Voilà la vie sous le règne du seigneur Elmar. Le maître de la ruche ne nous accorde guère d'importance. Nous sommes les oubliés, les reniés. Là-haut, dans la flèche, les nobles se régalent de viande véritable et sirotent de l'eau cristalline venue d'ailleurs. Aveugles au fait qu'ici-bas, nous survivons de moisissures et de nos morts pour voir un nouveau lever de soleil. Leur seule préoccupation, que les quotas soient respectés, que les manufactures continuent de tourner à plein régime et que les convois des guildes poursuivent leur route. La souffrance de quelques milliards d'habitants des bas-fonds n'est que sédiment au fond de leurs ruches, loin des yeux, loin du cœur, jusqu'à ce que quelque chose se brise. On dit que les bas-fonds abritent le passé de la cité, des ruines d'avant que les hauts fourneaux et les usines n'engloutissent tout. Parfois, nos fouilles mettent au jour des vestiges, des briques noircies d'une structure pré-ruche, une inscription rouillée dans des langues incompréhensibles. Le plus souvent, ce ne sont que des déchets tombés des étages supérieurs. Mais de temps à autre, quelqu'un tombe sur de l'archotechnologie, une technologie perdue d'une valeur inestimable. Ces histoires continuent d'alimenter les convoitises qui rôdent dans les zones dangereuses, au-delà de nos barricades, jouant avec les monstres et les bandes rivales pour un butin chanceux. J'ai moi-même suivi quelques-unes de ces rumeurs. Le désespoir nous pousse tous à prendre des risques. Je n'ai jamais rien ramené qui vaille la peine de verser du sang, à moins de considérer les cicatrices fraîches comme un trésor. Entre les dômes qui abritent nos zones plus sûres, s'étend un labyrinthe de couloirs et de puits où le danger rôde. Les combats sont les plus violents dans ces artères. Chaque gang, exilé et bête y passe tôt ou tard. Nous avons cartographié les routes d'entrée et de sortie de Scumtown, mémorisé les passages que l'on peut tenir et ceux qui sont synonymes de mort certaine. Il y a un chemin que nous appelons l'allée des rasoirs. Les deux murs sont hérissés de morceaux de métal dentelés provenant d'une conduite effondrée et le sol est jonché de fils électriques conçus pour vous faire trébucher et vous blesser si vous ne connaissez pas les bons gestes. L'endroit idéal pour tendre un piège. Une fois, nous avons attiré une bande de scavis, des cannibales mutants porteurs de la peste, dans ce conduit. Des créatures immondes, la peau qui se détachait, les dents limées en aiguilles, certaines brandissant des hachoirs rudimentaires, d'autres faisant tournoyer des membres sectionnés comme des massues. Elles s'attaquaient aux solitaires vivant à notre périphérie pour les massacrer et les dévorer. Nous avions laissé une cachette alléchante de ferraille et une adolescente apparemment sans défense comme appât. Lorsqu'elles se sont jetées sur elle, elle s'est glissée par une trappe dissimulée. Et elles ont déferlé droit dans notre zone de mise à mort. Les fils de détente ont crépité, les fosses se sont ouvertes, et ces lames acérées ont fait le reste. Leurs hurlements mi-humains ont fait trembler la ruelle tandis qu'elles se déchiraient dans l'obscurité. Quand elles ont compris le piège, c'était trop tard. Nous sommes arrivés des deux côtés, lampes et fusils crépitants, et avons abattu tous ceux qui se débattaient encore. Nous avons brûlé les corps ensuite. L'odeur était insoutenable, mais mieux valait cela que de laisser leur maladie se propager. Une petite victoire,
et nos frontières ont respiré un peu mieux, brièvement. D'autres routes sont pires. Il existe un passage de contournement qui longe l'ancien bassin de rétention, plus rapide pour rejoindre le dôme du marché. Mais le plafond est fissuré et toute la structure menace de s'effondrer au moindre souffle. On prend encore le risque en cas d'urgence, une personne à la fois, en faisant très attention. Trop de bruit, trop de poids, et vous voilà réduit en miettes. D'anciennes guerres, des séismes oubliés, ou simplement l'usure des siècles ont transformé des pans entiers de la ruche en poudrière, prêts à s'écrouler au moindre choc. Et puis il y a les zones maudites, des endroits dont on murmure qu'ils sont touchés par le warp. J'ai entendu parler d'un dôme scellé où l'air ondule anormalement et où les cauchemars prennent vie. Nul être sain d'esprit n'ose s'en approcher. Nous avons déjà bien assez de dangers mortels sans y ajouter des démons. Les gangs, dans les bas-fonds, on en rejoint un autant par soif de sang que par besoin d'abri. Les liens familiaux sont fragiles quand la plupart des parents meurent, jeunes et que chacun se bat pour les miettes. Votre gang, c'est votre famille, votre bouclier, et si vous les trahissez, votre bourreau. J'ai rejoint le mien vers l'âge de 10 ans. En vérité, si j'ai tenu aussi longtemps, c'est grâce à ma mère. Elle a tout fait pour me protéger et me nourrir dans cet enfer tant qu'elle en avait la force. Maman, elle s'appelait Mira, s'épuisait à la tâche, rafistolant des combinaisons de protection et rinçant des barils de produits chimiques pour quelques crédits par jour. Elle me gardait toujours un morceau, même quand elle avait faim. Le soir, elle m'apprenait à murmurer une prière à l'empereur dont je ne me souvenais plus très bien, même si je n'en ai jamais compris la raison. Finalement, cet endroit-là, brisé comme il brise tout le monde. L'air toxique lui a donné une toux suffocante. Je me souviens de ses quintes de toux, de ses crachats noirs, de sa faiblesse grandissante, jusqu'à ce qu'elle puisse à peine lever la tête. Le médecin du campement a refusé de venir. Nous n'avions pas d'argent. J'étais assis à côté d'elle, un enfant, lui tenant la main tandis qu'elle s'éteignait. Elle est morte dans notre petite cabane, les yeux cernés, la peau gris cendrée, et je ne pouvais rien faire. J'ai pleuré jusqu'à l'épuisement, puis je l'ai enveloppée dans un drap et l'ai laissée dehors pour la guilde des cadavres, comme tout le monde. Ils l'ont emportée, et avec elle, ce qui restait de mon enfance. Après ça, j'ai survécu seul, en fouillant les poubelles, en volant, en faisant des messages pour les marchands. Ça ne mène pas bien loin. Un gamin seul est une proie facile. J'ai eu une lame sous la gorge plus d'une fois, pour un morceau de nourriture. La deuxième fois, j'ai décidé que je préférais risquer un gang plutôt que de continuer seul. J'ai rejoint les Vipères de Fer, une petite organisation vaguement liée à la maison Orlok, la soi-disant maison de fer. Le territoire Orlok n'atteignait pas officiellement notre niveau de la ruche, mais leur influence s'infiltrait à travers les lignes minières. Ils avaient besoin de durs à cuire locaux pour faire avancer les opérations et garder les convois, et ils payaient en tant que rations ou en armes. Les Vipères de Fer étaient à l'origine une bande d'anciens mineurs devenus hors la loi après qu'un éboulement ait décimé leur équipe. Ils se sont dit que prendre ce dont ils avaient besoin sous la menace d'une arme était plus avantageux que de se tuer à la tâche. Quand je les ai rejoints, les Vipères comptaient une douzaine d'hommes, vivant d'extorsion, de vol et, occasionnellement, d'escorte pour les caravanes de la guilde. Je me souviens de l'initiation. Les gangs en ont toujours une épreuve stupide et dangereuse pour prouver sa valeur. Notre chef, Boss Craig, m'a lancé un pistolet à bout portant avec une seule balle et l'a pointé sur un mutant charognard, enchaîné près de notre planque. La créature était décharnée et glabre, sa peau luisante de plaies suintantes, probablement bannie de la tribu dont elle était issue. « Gâche-la, prouve que tu ne broncheras pas », a dit Craig. Mes mains tremblaient. Le charognard avait une apparence presque humaine, hormis ses dents limées et ses doigts supplémentaires. Il gémissait, du mucus coulant de son nez. Que l'empereur me pardonne. Une partie de moi le plaignait, mais je savais qu'une hésitation nous coûterait la vie à tous les deux, ou me vaudrait une balle dans le dos. J'ai plaqué le canon contre sa tête. Mon doigt est resté là une fraction de seconde de trop, et la créature s'est jetée contre ses chaînes, les dents claquant, contre mon visage. Par réflexe, j'ai tiré. La balle a traversé son crâne et m'a aspergé de sang mutant. Silence, puis cris et rires. Le second de Craig, m'a tapoté l'épaule tandis que je tremblais et luttais contre le haut-le-cœur. Craig a pris le pistolet et m'a adressé un rare sourire. « Bienvenue chez les Vipères, gamin. » Cette nuit-là, j'ai frotté le sang
de ma peau et me suis dit que j'avais fait ce que la survie exigeait. Mieux valait ça que la solitude. Après ça, ils m'ont refilé les sales boulots. J'étais le petit nouveau, le sang neuf. Porter des messages, aller chercher des munitions, monter la garde au cimetière, où les ombres se mouvaient et où des cris lointains s'échappaient des ténèbres. C'était terrifiant, mais avoir une équipe procurait un étrange soulagement. Si quelque chose arrivait, au moins quelqu'un serait là pour moi. On se partageait le peu qu'on avait, blottis autour de barils à brûler, à échanger des rêves idiots sur qui on volerait ou tuerait une fois riche. C'était absurde, mais ça nous réchauffait. Craig était un dur à cuire, déjà vieux, pour un membre de gang. Des yeux cybernétiques, une griffe mécanique à la place de la main qu'un crocodile des marais, une sorte de gros alligator pâle, lui avait arraché. La griffe, achetée à un trafiquant de technologie, abritait une lame énergétique qui tranchait la tôle comme du tissu. Je l'ai vu s'en servir une fois, lors d'une bagarre, pour arracher la colonne vertébrale d'un homme. Il nous dirigeait d'une main de fer, au sens propre du terme. Sa parole était loi et toute contestation était proscrite. Mais il avait sa propre conception de la justice. Il nous nourrissait avant lui, prenait la plus petite part et n'abandonnait jamais un vipère. Son second était Marauders, un homme dont la veste était couverte de trophées, dents, oreilles, doigts, comme un charnier ambulant, amical avec nous, mais complètement fou au combat, du genre à charger un nid de mitrailleuses lourdes sous l'effet de la drogue et à en ressortir avec un sourire carnassier, baigné de sang. Sous Zach, les ordres de Craig, j'ai vite appris les règles. Première règle, la loyauté est primordiale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. On se protège même entre frères, car un jour, quelqu'un pourrait gravir les échelons ou sauver sa peau à nos dépens. Mais tant qu'une menace plus grande rôde, on reste soudés comme des limaces. Deuxième règle, toujours payer sa dette, que ce soit au gang, à la guilde, ou à celui qui vous tient la gorge en joue. On assurait la protection à Scumtown. Les gens payaient en nature pour qu'on les protège des gangs pires ou des mutants. Si quelqu'un refusait, Craig faisait un exemple. Il cassait un alambic, coupait une oreille. Quelque chose d'assez fort pour que la peur les fasse taire. C'était horrible, mais c'est souvent la loi de la jungle. J'ai aussi appris à tirer. Mon Dieu que j'ai appris. On m'a tendu un fusil à canon court rouillé, récupéré sur un cadavre après une escarmouche, et on m'a appris à le démonter, le nettoyer, tirer et à ne jamais gaspiller une seule cartouche. Les munitions sont une monnaie dans les bas-fonds, plus précieuse que la plupart des pièces. On s'échangeait les balles comme des crédits. Un chargeur plein de munitions pour fusil automatique permettait d'acheter une cruche d'eau ou une nuit dans un abri à peu près décent. Parfois, on fabriquait nos propres munitions, mais le mélange chimique était capricieux. J'ai vu des fusils exploser à cause d'une mauvaise poudre. Alors, nos raids visaient souvent un seul butin, les munitions. Les caravanes de la maison Orlok traversaient parfois notre territoire, transportant des armes entre les mines ou les vendant aux doreurs. On a entendu parler d'un convoi empruntant, un chemin étroit, et Craig a décidé que ce serait mon premier vrai raid. Nous avons tendu l'embuscade là où les décombres bloquaient le passage. 8 vipères contre 6 gardes, des Orlok, eux aussi, des cousins éloignés. Mais les bannières de clan ne pèsent de rien quand la faim est plus proche que l'honneur. Nous avons surgi des ténèbres sans prévenir. Bonjour les bas-fonds. Mes mains tremblaient tandis que je visais un grand garde barbu, vêtu d'un gilet pare-balles de fortune. J'ai tiré, raté ma cible, mais notre première salve a bâti 2 des leurs. Les tirs de riposte ont tonné dans le tunnel, les lueurs des canons striant l'obscurité. Osk, un de nos vieux briscards, a reçu une balle en plein visage et s'est débattu au sol. Voir un frère mourir a déclenché quelque chose en moi. La peur et la fureur se sont mêlées et j'ai foncé en avant, tirant à l'aveuglette. Par un coup de chance incroyable, j'ai pris le garde barbu à revers pendant qu'il rechargeait derrière une caisse. Il a brandi un fusil à canon scié vers moi, mais j'étais plus rapide d'un souffle. Je lui ai enfoncé le canon dans le ventre et j'ai serré. Ma dernière balle l'a transpercé. Il s'est effondré, a laissé tomber son fusil, et j'ai armé les 2 canons dans sa poitrine avant qu'il ne puisse se relever. Mes oreilles bourdonnaient, du sang chaud me maculait le visage. Quand ce fut fini, nous sommes restés là, haletants, au milieu des corps. 2 des nôtres avaient disparu, Osk et un autre, morts d'hémorragie. Tous les leurs étaient morts. On a ouvert les caisses de la caravane, des munitions,
2 vieux pistolets laser et, grâce à l'empereur, une caisse de grenades. Le jackpot à notre échelle. Ça m'a tapoté l'épaule en riant, se disant que le nouveau avait du mordant. Craig s'est agenouillé près de Hosk, a fermé son œil restant et a récité la courte prière qu'on récite pour les morts. Cendres à la cendre, fer au fer. Des mots des bas-fonds qui admettent que nous retournons tous à la fange et à la rouille. Puis il nous a ordonné de bouger. Un bruit pareil attire l'attention. Des pillards rivaux, ou pire, des hommes de main. Quand on a enfin réussi à cacher le butin à Scumtown, la rumeur courait dans les ruelles qu'une patrouille palanite rôdait dans les parages. Ils avaient peut-être entendu les coups de feu. Un marchand qui attendait ce convoi avait peut-être imploré la justice. Les enforcés sont les insignes officiels de la ruche. Bien armés, bien protégés, même s'ils ne font pas partie de l'Adeptus Arbit. Pour une équipe comme la nôtre, c'était un problème qu'on ne pouvait pas se permettre. Dans les bas-fonds, les enforceurs sont une mauvaise influence. Ils tirent d'abord, posent des questions ensuite, ou emmènent les gens dans le puisard quand ça leur chante. On a dû disparaître. C'était ma première rencontre avec eux et j'ai failli y laisser ma peau. Une escouade a fait irruption dans Scumtown, armes au poing, en ordonnant à tout le monde de s'agenouiller. Ils cherchaient sans doute des suspects dans l'attaque du convoi. On avait caché les caisses volées sous un faux plancher dans notre planque, sous des tas de ferrailles. Craig pensait qu'on pouvait s'en sortir et faire les innocents. Il y a plein de gangs qui rôdent dans le coin, pas seulement le nôtre. Je me suis agenouillé dans la boue avec le reste du campement. 5 enforceurs en armure de plastyle ont balayé nos têtes avec leurs lampes torches. Leur chef portait une masse d'armes et un lourd bouclier, l'équipement anti-émeute classique. Ils ont commencé à brutaliser les gens, exigeant de savoir qui avait attaqué le convoi. Personne n'a répondu, évidemment. N'importe quel prétexte est bon pour que ces brutes en armure fracassent des crânes. J'ai rarement rencontré un homme de main qui ne prenne pas plaisir à faire étalage de sa force. L'un d'eux a attrapé un habitant du coin, un pauvre ouvrier d'usine, et lui a fracassé le visage contre un mur, riant comme si la peur était une récompense. C'est là que tout a basculé. Une de nos jeunes membres, une tête brûlée nommée Trin, a craqué. Elle a sorti un couteau dissimulé et l'a planté dans une faille de l'armure de l'homme de main. On aurait dit l'aisselle. Il a hurlé. Le chaos a éclaté. Des coups de feu ont déchiré l'air. En un clin d'œil, 2 civils et un homme de main étaient à terre. Je me suis jeté derrière un baril tandis que des tirs laser sillonnèrent le passage. Tran avait sorti son revolver et blessa un autre homme de main à la jambe, mais ils restèrent disciplinés. Ils se replièrent à couvert et avancèrent en formation. Craig nous cria de nous mettre à couvert. Nous connaissions mieux les baraques. Je sprintais dans une ruelle. Un tir de laser rouge zébra le mur près de ma tête. Mon cœur battait la chamade. Nous avions caché quelques fusils automatiques. Zach s'empara de l'un d'eux et mitrailla les hommes de main en rafale, les forçant à se baisser. Tout le campement sombra dans la panique, les gens courant et hurlant. Je me cachais derrière des caisses, chargeant maladroitement les cartouches dans le fusil à pompe Orlok que j'avais pris. Jetant un coup d'œil, j'aperçus un homme de main qui nous lançait une bonbonne. « Gaz !» hurlai-je lorsqu'elle explosa, inondant la rue d'un blanc suffocant. Mes yeux brûlaient. Gaz lacrymogène. Mon masque en foulard ne servit à rien. J'entendis Tran tousser, puis un craquement sinistre. Il l'avait assommé. Les hommes de main ont déferlé, massues à la main, dès que nous avons été, aveuglés et chancelants. J'ai vu Craig aux prises avec l'un d'eux, sa griffe crachant des étincelles sur un bouclier anti-émeute. Un autre m'a chargé à travers la brume, massue paralysante levée. J'ai amorti le coup avec mon fusil à pompe, le choc me paralysant les bras et manquant de me faire lâcher mon arme. Il m'a donné un coup de pied et m'a jeté à terre. Sa grille de protection est apparue, alors qu'il levait la massue pour m'écraser. Le crâne, puis un jet de sang. Il a craché et s'est effondré. J'étais arrivé par derrière et lui avait ouvert la gorge avec une machette. Il m'a relevé, et une fraction de seconde plus tard, un rayon laser lui a percuté l'épaule. Avant que le tireur ne puisse nous achever, la détonation d'une mitrailleuse lourde a retenti sur les toits et la poitrine de l'un des hommes de main a explosé. Notre guetteur, Dre, avait enfin sorti l'artillerie lourde. Sous le feu nourri, désert, les 2 hommes de main restants ont traîné leurs blessés et se sont retirés sous un rideau de fumée. Et voilà, ils avaient disparu, ne laissant derrière eux que des corps et des baraques en flammes. On les avait chassés, mais on l'avait payé cher.
Tran était morte, un œil transpercé d'un trou net. Ze avait survécu, mais son bras était paralysé et il avait dû être amputé plus tard à cause d'une infection. 3 colons gisaient morts, dont la vieille Mara, celle qui m'avait arraché la barre de rationnement des mains des années auparavant. Une balle perdue l'avait atteinte alors qu'elle se cachait dans sa hutte. Le bras de Craig était brisé après avoir reçu un coup de massue sur le billot. En un seul coup brutal, notre bande et toute notre communauté avaient été décimées. Et ce qui suivit fut pire encore. Les hommes de main revinrent en renfort, escortés par un officier des arbitres pour officialiser la situation. On n'était pas en état de se battre à nouveau. Craig ravala sa fierté et proposa une négociation. L'arbitre, une femme au visage dur et à la mâchoire bionique, déclara que quelqu'un paierait pour l'homme de main assassiné, qu'on leur livre le responsable, sinon il purgerait à la colonie. Tran, celle qui avait frappé la première, était déjà morte. Cela ne les satisfit pas. Ils voulaient un corps vivant. Après un long silence, Craig s'avança et s'offrit en sacrifice. Aucun de nous ne le crut au début. Il allait donner sa vie pour protéger le gang, et je crois, surtout pour nous protéger. Les arbitis l'enchaînèrent et l'emmenèrent. C'était la dernière fois que je voyais le vieux Craig. La rumeur disait qu'il l'avait exécuté à la Cité Ruche et exposé comme un avertissement. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère qu'ils l'ont juste abattu rapidement. Un autre des nôtres, un jeune blessé nommé Bren, fut emmené avec Craig, probablement vendu aux doreurs, destiné au bloc de la Guilde des esclaves ou aux cuves de serviteurs. À mes yeux, c'est un sort pire que la mort. Mieux vaut mourir au combat que de vivre comme un drone lobotomisé ou un esclave. Avec la disparition de Craig, les vipères de fer me revinrent soudainement. À peine âgé de 20 ans, j'étais l'un des plus anciens encore debout. Ze aurait dû accepter, mais ses blessures étaient trop graves. Il avait perdu un bras et avec lui son courage. Il est parti plus tard chasser les primes. Et moi, je me suis retrouvé seul à la tête d'une bande de 7 hommes à peine. On a réussi à recruter quelques nouveaux venus dans la confusion. Je ne me sentais pas prêt. Personne n'est jamais vraiment prêt dans les bas-fonds. Soit tu te surpasses, soit tu finis à la casse. J'ai fait le point. Les forces de l'ordre nous avaient été mises à rude épreuve et surveilleraient Scum Town. On avait encore la réserve de munitions, miraculeusement introuvable. Il fallait la déplacer, et nous aussi. La loi adore revenir quand on est le plus faible. Alors on s'est enfoncé plus profondément dans les bas-fonds, jusqu'à un refuge secondaire qu'on utilisait parfois. Une usine abandonnée qu'on appelait la Vieille Forge, à environ 2 km plus loin dans la zone dangereuse. La Vieille Forge n'était plus qu'une carcasse de fourneaux noircis et de cheminées à moitié effondrées, mais ses murs étaient solides et il n'y avait que 2 accès principaux. Elle se trouvait à la limite de ce qu'on considérait comme sûr. Au-delà des zones que nous n'avions jamais cartographiées, réputées instables, infestées, voire pire, nous serions tranquilles un moment. Nous installions notre campement, soignions nos blessés et nous occupions de nos morts, ou les laissions à la guilde des cadavres si la route était praticable, ce qui était rarement le cas. Le plus souvent, les bêtes s'en chargeaient. Allongé sous ces poutres pourries, j'écoutais le lent goutte à goutte et le cliquetis lointain des chaînes, me demandant si j'en serais capable. Diriger une bande, nous maintenir en vie. J'étais un rustre, certes, mais c'est le seul avantage que la pègre puisse offrir. J'étais rude, c'est certain, mais j'avais appris des meilleurs. Il nous fallait des revenus et des alliés, sinon nous allions péricliter. Après notre altercation avec la justice, la plupart de nos contacts habituels s'étaient dispersés. Les doreurs ne voulaient au plus s'approcher. La pression était trop forte. Nous avions perdu en crédibilité, et les autres bandes sentèrent notre faiblesse. Je devais prouver que les vipères de fer n'avaient pas dit leur dernier mot. Alors j'ai fait un coup d'éclat. Peut-être un peu fou, mais audacieux. J'ai organisé une rencontre avec une autre équipe pour leur proposer une alliance. Il y avait un gang appelé les Chiens des Marais, dirigé par une brute épaisse nommée Garin. Ils étaient affiliés à la maison Goliath, des magnates de la fonderie, baraqués et friands de combats clandestins et de trafic d'esclaves. Pas des modèles de vertu, certes, mais ils étaient nombreux et bien équipés. Je me suis dit qu'une alliance pourrait rapporter plus que de se saigner les uns les autres pour quelques miettes. Garin et moi, on avait un passif, surtout des échanges d'insultes. Et une fois, on s'était même battu jusqu'à un match nul avant que des hommes de main ne débarquent. Donc ni amis, ni ennemis. On s'est retrouvés en terrain neutre,
dans un vieux cimetière de véhicules hors d'usage. Chacun de nous avait amené 2 hommes de confiance. Les autres attendaient. La tension était palpable, comme 2 mastifs cybernétiques qui tournent, en rond. Garin était massif, du genre Goliath, des muscles saillants, une crête rouge hérissée. Il portait une épée tronçonneuse surdimensionnée comme un jouet. Il me toisa du regard, me faisant sentir tout petit à côté, et cracha. « J'ai entendu dire que vous, les vipères de fer, vous êtes bien fait corriger par les insignes. Je pensais que vous seriez déjà en train de passer pour des charognards. » J'avalai ma fierté et lui dis que nous étions vivants, armés et prêts à en découdre. Je proposais de coordonner un important convoi de la guilde et de partager le butin. Ou bien il pourrait faire appel à nos compétences spécialisées. Nous étions de meilleurs tireurs et plus tactiques. Lui, c'était des bagarreurs. Il se moqua de moi au début, disant qu'une bande d'orloques minables n'avait rien à offrir à un Goliath. Puis je mentionnais une réserve de grenades et de munitions. Cela le fit réfléchir. Je savais aussi que la maison Goliath adorait les arènes, que la guilde des esclavagistes exploitait. Nous avions quelques contacts locaux. Je lui suggérais d'aider Garin à prendre le contrôle d'une arène de combat clandestin voisine, à peine supervisée par la guilde, ouverte à tous les gangs qui payaient un tribut. Les yeux de Garin s'illuminèrent. Il se prenait pour un champion. Diriger l'arène signifiait gloire et profit. Je n'étais pas généreux. Je voulais ma part et un partenaire pour contrer une menace plus importante qui se préparait. Les fanatiques de la maison Serre rôdaient autour de nous, mais nous y reviendrons. Garin accepta un essai. Nous devions attaquer une caravane d'eau ensemble, à titre de test. L'eau est précieuse et dangereuse à toucher, car la guilde de l'eau ne plaisante pas. Ils coupent l'approvisionnement de tout un dôme pour faire un exemple. J'ai entendu parler de dômes complètement asséchés après un vol, et tous leurs occupants qui meurent en quelques jours. C'était précisément pour cela que Garin le voulait, pour prouver notre courage, et aussi parce qu'il pensait que nous pourrions faire croire à une attaque contre une maison rivale pour éviter les représailles. Le plan: tendre une embuscade dans des tunnels connus pour le trafic de gangs mutants et semer des cadavres de mutants sur les lieux pour que cela ressemble à un raid de pilleurs aléatoires. Risqué. Mais si ça marchait, nous aurions plus d'eau que nos 2 équipes n'en avaient vu depuis des lustres. De quoi troquer n'importe quoi. Nous avons frappé à l'aube, au moment où la caravane traversait un tunnel de siphon, une voie de desserte d'un pipeline. Des mercenaires gardèrent les lieux, secondés par quelques compagnons de la guilde en étranges combinaisons de plongée. 2 gros camions transportèrent des cargaisons d'eau traitée. 8 gardes, correctement armés de fusils automatiques et de lance-flammes, la guilde privilégiait ces derniers pour effrayer les sangsues géantes attirées par l'eau. Nous étions 14, répartis entre les chiens et les vipères, presque 2 contre 1, et nous les avons pris par surprise. L'attaque s'est déroulée presque trop facilement. Une grenade lancée depuis notre passerelle a pulvérisé la roue du camion de tête. Puis, des tirs nourris les ont criblés de balles. Les gardes ont été pris au dépourvu, probablement déshydratés et affaiblis. 5 sont tombés rapidement. Un doreur, trop lourd dans ses bottes en caoutchouc, a pris la fuite. Garin l'a fendu en 2 avec son épée tronçonneuse tout en courant. L'autre doreur s'est agenouillé pour se rendre, ce qui aurait été judicieux si l'un des hommes de Garin ne l'avait pas aspergé de lance-flammes portatifs. Les doreurs vivants ne peuvent qu'attirer la vengeance. Mieux vaut effacer toute trace. Nous avons gagné, même si l'un des hommes de Garin a reçu une giclée de prométhium en plein visage. Des brûlures atroces dont il n'allait probablement pas se remettre. Mon camp s'en est tiré avec quelques égratignures. Nous avons agi, vite. 2 systèmes intacts et une réserve de produits chimiques pour purifier l'eau. Les transporteurs étaient trop visibles. Nous avons siphonné le contenu dans des barils et des jerrycans et travaillé rapidement. Le temps pressait avant que quelqu'un ne signale le retard. Ensuite, nous avons préparé le terrain. Un allié, un groupe de mutants avec qui je faisais parfois du commerce, nous avait fourni 2 de leurs morts en échange de munitions. Les mutants meurent souvent dans les bas-fonds, triste réalité. Nous avons dispersé ces cadavres, tiré avec des armes de dorure et barbouillé le mur d'un symbole rudimentaire d'une tribu mutante connue. Cela ne tromperait pas la guilde éternellement. Ils soupçonneraient des gangs organisés, mais peut-être que cela brouillerait suffisamment les pistes pour qu'ils punissent d'abord les mutants ou mettant ça sur le compte des risques des expéditions dans les bas-fonds. Le butin nous a remis sur pied.
Nous avions de l'eau à boire, à troquer et de quoi nous vanter. Garen et moi avons scellé notre alliance en partageant équitablement. J'ai insisté sur l'équité. La confiance est une monnaie précieuse ici, et j'avais besoin que Garin m'en confie. Il a respecté cela, ainsi que le plan. Les vipères de fer et les chiens des marais ont formé une coalition informelle. Pas un seul gang, chacun conservait ses propres couleurs, mais nous nous soutenions mutuellement au moment crucial. Juste à temps d'ailleurs. Ces fanatiques de cerf dont j'ai parlé, les affiliés de la maison Coder dans les bas-fonds, les adeptes du culte de la rédemption qui voient les bas-fonds comme un cloaque de péché à purifier par la foi et le feu. Ils n'avaient pas tort concernant le cloaque, seulement concernant ce qui méritait d'être brûlé. Des robes en lambeaux, des capuches, toujours des masques, des visages cachés par fierté ou par honte, et beaucoup étaient embalafrés. Ils privilégiaient les armes incendiaires. La rumeur courait qu'un gang rédempteur semait la zizanie dans des colonies à quelques dômes de là, prêchant que tous les membres de gang étaient des hérétiques bons pour le bûcher. Codor reste généralement sur ses routes, mais il arrive qu'un prêtre fanatique mène une croisade en territoire ennemi. On aurait dit que c'était le cas. Un éclaireur a fait irruption dans la vieille forge, délirant sur des dizaines de torches dans les tunnels, des chants qui nous parvenaient. De quoi glacer le sang. Garin et moi avons rassemblé autant de monde que possible, une vingtaine de combattants, et nous nous sommes préparés à défendre Scumtown et notre pieu. J'ai grimpé sur un balcon de la vieille forge qui surplombait l'accès principal, un large tunnel où vacillaient des lueurs jaunes provenant des barils de feu. Soudain, nous avons entendu un son, un hymne lancinant à l'empereur transformé en un appel à exterminer les impurs. Leur avant-garde est apparue, une ligne de fous furieux avec des boucliers de fortune et des lance-flammes avançant, serrés les uns contre les autres. Une douzaine de soldats de première ligne, équipés de boucliers et de pistolets automatiques, des lance-flammes en embuscade, et une grande silhouette en robe rouge à l'arrière, brandissant ce qui ressemblait à une lourde croix taillée en boule, qui s'avéra être un monstrueux lance-flamme. Leur chef, appelons le Père Flamme, s'avança et tonna. « Pêcheurs des bas-fonds, la colère de l'empereur s'abat sur vous. Purifiez vos péchés par le feu purificateur ou périssez-y. » Typique de l'hospitalité rédemptrice. Nous avons riposté par les balles. Le combat fut le plus féroce que j'ai jamais vu. Ils chargèrent à sous nos tirs, en scandant des incantations. Les lance-flammes crachèrent du Prométhée, touchant plusieurs hommes de Garon. Leurs cris résonnent encore. Nous avions bien choisi notre position, couverts et tirs croisés. Je tirais avec un fusil laser que nous avions récupéré. Passé au laser pour sa fiabilité. Les munitions sont plus rares, mais nous en avions obtenu par échange. Chaque carreau transperçait un zélote, mais ils continuaient d'avancer jusqu'à ce que leur chair cède. Celui que j'avais touché au ventre continuait d'avancer en titubant, tentant d'allumer une bombe incendiaire, jusqu'à ce qu'une seconde balle lui fende la tête. Père Flamme dégaina son lance-flamme spécial, un nuage rugissant qui balaya le tunnel en un souffle, embrasant une barricade et 2 tireurs d'un seul coup. La panique s'empara de nous. Garin rugit et lança une contre-charge. S'ils nous prenaient au piège, nous brûlerions tous. Ces Goliaths s'écrasèrent, leurs chaînes vrombissant. Je le vis abattre, 2 cordonniers d'un seul coup. La mêlée se dissipa en étincelles, cris et l'odeur douceâtre et nauséabonde de chair brûlée et de prométhium. Je fixai le chef. Il psalmodiait et crachait du feu. Si nous ne l'éliminions pas, le moral s'effondrerait. Je rampais le long d'une poutre pour le prendre à revers. Il ne me vit pas dans le chaos. Je pris mon tir et décochai un laser dans son épaule. Le lance-flamme cliqueta. Il jura. Avant qu'il ne reprenne ses esprits, je me jetai sur lui. Une erreur, mais la rage m'emporta. Nous nous sommes écrasés. Il était grand et fort. Il m'a projeté au sol et m'a tailladé le flanc avec un couteau acéré. Je me suis relevé en hâte. J'ai dégainé mon arme de secours, une simple hachette. « Hérétique !» a-t-il craché avant de se jeter sur moi. J'ai paré avec le manche et par réflexe, j'ai frappé dans l'espace entre son masque et sa cuirasse, au niveau du cou. La lame a pénétré profondément. Il a rauque et s'est effondré. Leur chef à terre, les fanatiques ont vacillé. Certains continuaient à se battre, d'autres ont flanché. Nous nous sommes ressaisis. Entre l'acier et les balles, nous les avons neutralisés. Quelques-uns ont tenté de fuir. Aucun n'est allé bien loin.
Quand le calme est enfin revenu, le tunnel ressemblait à un charnier de corps calcinés et de sang. Nous avons perdu environ 5 combattants, dont de bons. La reine, celui qui plaisantait sur l'amidon de cadavres il y a longtemps, a été touché par un lance-flamme. Il est mort en hurlant et je n'ai pas pu l'atteindre. J'en ai été bouleversé, mais j'ai repoussé le lance-flamme vers le bas. Nous avons soigné les blessés et combattu les incendies. Scumtown avait été ravagé par les flammes, mais les habitants les avaient contenus. L'alliance avec Garin avait prouvé sa valeur. Seul, chacun de nos groupes aurait été submergé. Fidèles à la tradition des bas-fonds, nous avons récupéré ce que nous pouvions sur les corps des victimes. Pas grand-chose à garder, hormis leurs masques. Certains les conservaient comme de macabres trophées, et ce lance-flammes unique que j'ai récupéré. Il avait besoin d'être réparé, mais il pourrait servir contre des ennemis similaires. Cette nuit-là, sous une lampe vacillante, j'étais assis avec le groupe, nettoyant les blessures et partageant les munitions. Les chefs m'ont forcé à prononcer un discours que je n'avais aucune envie de faire. Je les ai remerciés pour leur courage, j'ai nommé les morts, et j'ai dit quelque chose comme « Les bas-fonds prennent tout, mais nous tenons toujours debout. Ensemble, les vipères de fer ne brisent pas. » Garin a entendu, a grogné d'approbation et a dit que les chiens des bas-fonds étaient fiers de verser leur sang à nos côtés. Pendant un instant, au milieu de la suie et de la mort, j'ai ressenti, non pas de l'espoir, mais de la fierté. Nous avions protégé notre foyer. Nous avions renvoyé ces fanatiques pyromanes dans leur enfer. Ici, une victoire pareille est plus rare qu'une source d'eau pure. Mais ça n'a pas duré. Peu après, de nouveaux ennuis ont surgi. La nouvelle du vol d'eau et de notre bagarre avec les Rédempteurs s'est répandue. Cela signifiait 2 choses. Premièrement, la guilde de l'eau savait que ce n'étaient pas des mutants qui avaient attaqué leur caravane. Ils n'avaient pas encore frappé, mais la vengeance viendrait, discrètement ou bruyamment. Hausse des prix, mercenaires, règlement de compte. Deuxièmement, les autres gangs nous voyaient avec un respect nouveau et comme une cible prioritaire. Avoir la réputation d'être dur et débrouillard, c'est bien jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Dans les bas-fonds, dès qu'on réussit, quelqu'un cherche à nous faire tomber et à empocher notre butin. L'un de ces individus était un salaud, sournois nommé Karst, un chef de lac. Les Das sont les maîtres espions chauves, pâles et en imperméable de la ruche. Son équipe, les serpents de l'ombre, trafiquait des informations et des meurtres à gages. D'habitude, il rôdait dans la ruche du milieu, travaillant pour la maison Da. Mais Karst était ambitieux. Il flairait une occasion d'étendre son emprise sur notre zone, maintenant que nous avions forgé une alliance et que, soi-disant, nous avions des ressources. Peut-être que les maisons supérieures lui avaient soufflé à l'oreille de freiner notre ascension, des rivaux sorciers ou Goliath, mécontents d'un pacte non autorisé. Les guerres par procuration ne finissent jamais. On se bat et on meurt, pour des mains lointaines qui ignorent jusqu'à nos noms. Karst est arrivé sous un drapeau blanc, nous a félicité d'avoir réduit les fanatiques en cendres et a proposé de servir de médiateur auprès de la guilde de l'eau pour endiguer le bain de sang. Ça sentait le coup monter, mais j'ai joué le jeu pour connaître ses intentions. Nous nous sommes rencontrés dans un soi-disant repère neutre, un bar ironiquement nommé « La Paix ». Il était accompagné de 2 gardes du corps aux cheveux, gominés et équipés de lunettes de vision nocturne. Les Dys adorent ça, et la fumée aussi. Des furtifs, que des furtifs. J'avais Garin à mes côtés. Notre alliance était publique, et mon tireur d'élite le plus perçant, Raph, posté à un endroit stratégique. Karst arborait un sourire de serpent, voix douce, paroles polies, chacune cherchant une faille dans ma carapace. Il laissa entendre que notre place au sein de l'ordre des bas-fonds était en train de changer, et que sans alliés de poids, la pression pourrait s'abattre de toutes parts. Il pouvait, bien sûr, être cet ami, moyennant finance. Il voulait sa part du butin et des gains futurs en échange de contacts pour faciliter les choses avec la guilde et la justice. Un racket classique, une extorsion digne des DAC, déguisée en service. Je rétorquai que nous n'avions pas besoin de son aide. Il ricana, comme si je l'avais amusé. C'est alors que je compris qu'il avait déjà tout manigancé. Plus tard, nous apprîmes qu'il avait chuchoté à l'oreille de la guilde de l'eau, nous accusant nommément du vol, et qu'il avait probablement prévenu les forces de l'ordre que notre alliance alimentait les violences. Il s'assurait que des ennuis surviendraient si nous ne payions pas. J'étais furieux d'avoir été dupé dans cette guerre de l'information.
Pourtant, je n'allais pas me laisser faire. J'ai poliment dit à Kaest d'aller se faire voir. Nous avons décliné son offre et réglerions nos différends à l'ancienne, s'il le fallait. Ses yeux se sont plissés derrière ses verres teintés. « Dommage », a-t-il sifflé. « J'espérais que vous seriez plus pragmatique. » Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. La trêve s'est terminée de justesse. Dehors, Garin voulait l'éventrer sur le champ, mais je l'ai retenu. Agir là aurait déclenché une guerre à laquelle nous n'étions pas préparés. Ainsi commença une guerre froide avec les Shadow Snakes. Ils utilisaient les méthodes classiques des bénéficiaires du Daka: sabotage, espionnage, assassinat. Un à un, nos lignes se sont effilochées. Un cultivateur de champignons avec qui nous commercions a été retrouvé la gorge tranchée. Une sentinelle des Sum Dogs a disparu avant de réapparaître dans une fosse septique. Il voulait nous effrayer et nous saigner à petit feu. Un risque minimal, une douleur maximale. J'ai riposté en renforçant la sécurité. Double garde, ronde constante et interdiction de se déplacer seul. Nous avons semé des pièges sur notre territoire. Des lance-flammes à fil-piège tendus dans les couloirs. Des faux planchers, dissimulant des faux sapieux. Et quelques surprises particulièrement cruelles cachées dans les passages obscurs que nous savions qu'ils affectionneraient. Parallèlement, je recherchais la cachette de Karst. Les équipes de Delac sont insaisissables et ne s'attardent jamais longtemps. Mais nous avons eu de la chance lorsqu'un des nôtres a capturé un espion. Un jeune coursier soudoyé pour informer Delac de nos mouvements. Au lieu de l'éliminer, j'ai vu une opportunité. Nous l'avons briefé avec un appât. Une histoire selon laquelle moi et une petite équipe allions déplacer une précieuse cargaison par un tunnel précis à une heure précise. Karst a mordu à l'hameçon. Il a envoyé une équipe d'intervention pour déclencher le piège, droit dans le nôtre. Le combat fut un chaos rapproché dans l'obscurité la plus totale. Ils sont arrivés avec des lunettes thermiques, s'attendant à tendre une embuscade à quelques-uns, et se sont retrouvés face à une douzaine de fusils déjà pointés sur leur point d'entrée. Notre première salve a réduit leurs effectifs, de moitié. Les autres se sont dispersés et ont riposté, mais nous contrôlions les angles. Nous en avons capturé un vivant, et l'avons convaincu de parler. Il nous a révélé la base de Karst, le sous-sol d'une ancienne station d'épuration, 3 secteurs plus loin. Il était temps de mettre fin à cette guerre de l'ombre. Nous avons rassemblé tous nos hommes. Il fallait que ce soit décisif. Si Karst nous échappait, il nous saignerait à blanc. À la faveur de la nuit, les Iron Vipers et les Sum Dogs ont pris d'assaut la station. Nous étions une vingtaine contre une quinzaine de Delac, mais sur leur terrain, avec leur équipement, cela compensait. Les combats étaient dignes d'une bataille contre des fantômes. Nous avons pénétré par 2 entrées, la porte principale et une trappe de maintenance à l'arrière. Les lumières se sont éteintes dès que nous avons franchi le seuil, nos faisceaux perçant le brouillard chimique. Les pièces étaient noyées sous la fumée. Les membres des gangs Delac adorent les lentilles de contact et les implants pour faible luminosité, un avantage auquel nous nous attendions. Nos bricoleurs ont donc bricolé des projecteurs infrarouges pour aveugler leurs lunettes, et les hommes lourds de Garin ont balayé les allées avec un lance-flamme thermique pour neutraliser leurs cachettes. Le chaos s'est installé. J'avançais sur les passerelles avec mon escouade, tandis que l'équipe de Garin pressait le rez-de-chaussée. Des coups de feu étouffés sifflèrent de nulle part. Arlo tomba d'une passerelle et ne se releva pas. Nous ripostâmes avec une grenade incendiaire, débusquant Delac, aux membres démesurés, et l'abattant alors qu'il s'enfuyait en flammes. En bas, la tronçonneuse de Garin hurlait. Les cris en réponse indiquèrent qu'il avait repéré des cibles. J'aperçus enfin Karst sur une plateforme élevée, se dirigeant vers une bouche d'aération supérieure. Je criai et me lançai à sa poursuite. 2 gardes du corps se levèrent pour nous ralentir. J'échangeai des tirs de carreau, d'arbalète avec l'un tandis que l'autre manqua de peu de toucher Rafe avant que je ne lui loge une balle dans le dos. Karst grimpa à l'échelle. Je me précipitai à sa suite et le trouvai accroupi dans le conduit, pistolet au poing. Son tir m'égratigna la joue. Je lui tirai un laser dans la jambe. Il grogna et s'enfonça plus profondément. Je ne le laisserai pas s'échapper. La bouche d'aération était à peine assez grande pour un homme et noire comme une tombe. J'ai suivi du regard le bruit de sa botte jusqu'à ce qu'il se retourne brusquement et me donne un coup de pied au visage. Des étoiles ont explosé. Nous nous sommes débattus dans ce cercueil de tôle, nous débattant comme des bêtes. Il m'a enroulé un fil de fer autour du cou. Des points noirs ont fusé, mais j'ai arraché un couteau de ma botte et je l'ai
poignardé à l'aveugle. Il a hurlé et s'est relâché. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de maintenance, tous deux ensanglantés. Il a ri d'un rire humide à travers la mousse rose. « Tu es un imbécile », a-t-il rauque. « Tu me tues, et des dizaines d'autres viendront. Tu crois pouvoir renverser l'ordre ? Le primus de la ruche ne laissera jamais des ordures comme toi gagner. » Je me suis agenouillé près de lui et j'ai dit, d'une voix douce comme une prière, « Nous n'essayons pas de gagner, nous essayons de vivre. » Puis j'en ai fini d'une balle entre les deux yeux. Karst disparut. Les serpents de l'ombre restants se sont effondrés. Certains ont fui, les autres sont tombés. Nous avons réduit l'usine en cendres pour envoyer un message. Cela nous a coûté cher. 4 combattants de plus tués, et Garin a été empoisonné à l'estomac par la ruse de Delac. Il s'en est remis, plus lentement et plus méfiant qu'avant. Après cela, il y a eu une accalmie, assez longue pour que le train-train quotidien se calme sans nouvelle catastrophe. Grâce à ce mince répit, j'ai eu le temps de réfléchir à la vie que je m'étais construite, ou plutôt à la vie qui m'avait construite. Nous étions devenus une sorte de communauté, rude, cruelle par moments, mais ponctuée d'instants de camaraderie et même de rire. Je me souviens d'une fête après une embuscade où nous avons dérobé un stock d'armes, de qualité sans aucune perte. Nous avons allumé un feu de joie dans la cour de la vieille forge et ouvert une infusion de serpents sauvages. Il y a eu un combat de rue, mais cette fois-ci juste pour la gloire. Les parieurs jetant balles et gâteaux de champignons comme des pièces de monnaie. Pendant un court instant, le repère des malfrats a semblé presque vivable. Des gens autour, d'un feu, partageant souffle et bruit. 2 gamins dansaient, même sur un rythme métallique fait de tuyaux, faux et génial. Lena m'a tiré vers le haut un instant. J'ai 2 pieds gauches et assez d'alcool pour le prouver. Son sourire, édenté, sincère, mais resté. Un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la normalité, si jamais on y arrivait. Je ne pouvais pas rester longtemps dans la douceur. Un chef a besoin de mordant. J'ai préservé mon image en cassant le nez d'un imbécile qui s'était trop emporté, l'équilibre en toute chose. Avec le temps, je suis devenu une sorte de sage parmi la racaille du coin. Les gens m'apportaient leurs différends à régler. Un mélange de confiance et de peur. C'était étrange. J'étais juste un bagarreur devenu chef parce que personne d'autre ne le voulait. J'essayais d'être juste, plus que la plupart à ma place. Un code s'est ancré en moi. Ne pas tuer sans raison. Le gamin que j'étais appuyé sur la gâchette sur commande. La personne que je suis devenue ne le fait que pour survivre ou pour que justice soit faite. La trahison, par contre, ça, c'est le péché impardonnable. Si quelqu'un trahit le gang ou nos alliés, c'est la guerre. En revanche, la loyauté est récompensée. Des parts plus importantes, et je risquerai ma vie pour sauver un frère. Je me suis assuré que chacun sache que je n'abandonnerai jamais les miens, contrairement aux chefs qui traitent leurs équipes comme de la chair à canon. Cela m'a valu le respect, ou la peur. Si je mourais pour toi, je tuerais 2 fois, pour toi. La trahison est quand même arrivée, et elle venait du pire endroit, de l'intérieur. Raph, le tireur d'élite qui était avec moi au début. On avait tout partagé, on s'était couverts les uns les autres des centaines de fois. Je lui faisais confiance comme à un membre de ma famille. Mais même la famille peut trahir. Il avait commencé un trafic parallèle de drogue dans mon dos, Dugast, le vicieux. Je m'en doutais après notre purge. Les signes sont réapparus chez les jeunes. Le profit est un sujet brûlant dans les bas-fonds. Raph était prudent, discret, persuadé qu'il méritait bien ses économies. Je les confronter en privé après avoir attrapé un de ses coursiers, un gamin qui avait tout balancé. Je m'attendais à ce qu'il nie. Il a juste soupiré, a admis les faits et a eu le culot de me proposer son marché. « Réfléchis-y », a-t-il dit. On coupe les vivres dans un réseau de produits chimiques. L'argent, le pouvoir. On sort, les riveurs de la misère. On possède des dômes, on achète des hommes de main, on vit comme des rois. Je l'ai dévisagé, abasourdi qu'il pense que j'allais mordre à l'hameçon. Bien sûr, la tentation est grande, mais j'avais vu des gens se vider de leur substance. Je ne bâtirai pas notre avenir sur la ruine de notre peuple. Et le trafic de produits chimiques attire des trafiquants sans scrupules, et pire encore, les trafiquants d'autres planètes. Trop d'inconnus, trop de gros poissons dans notre petit étang. Je lui ai dit non. Brûler la marchandise et partir. Ou au mieux, l'exil. Au pire, une balle s'il mettait le gang en danger.
Nous étions seuls dans mes quartiers. L'air était lourd comme un brouillard épais. Le visage de Raph s'est durci. « Sans moi, tu serais mort depuis longtemps », siffla-t-il. « Je mérite mieux que ce misérable petit empire de poussière. J'ai tenté une dernière fois. J'ai renforcé la sécurité. Double garde, rondes incessantes et interdiction de se déplacer seul. Nous avons semé des pièges sur notre territoire. Lance-flammes à fil-piège disséminés dans les couloirs, faux planchers dissimulant des faux sapieux et quelques surprises particulièrement cruelles cachées dans les zones obscures qu'il affectionnait. Parallèlement, je recherchais la cachette de Karst. Les équipes de Delac sont insaisissables et ne s'attardent jamais longtemps. Mais nous avons eu un coup de chance lorsqu'un des nôtres a capturé un espion, un jeune, coursier soudoyé pour informer Delac de nos mouvements. Au lieu de l'abattre, j'ai vu une opportunité. Nous l'avons briefé avec un appât. L'histoire que moi et une petite équipe allions transporter une précieuse cargaison par un tunnel précis à une heure précise. Karst a mordu à l'hameçon. Il a envoyé une équipe d'assassins tendre le piège droit sur le nôtre. Le combat fut un chaos indescriptible dans l'obscurité la plus totale. Ils arrivèrent équipés de caméras thermiques, s'attendant à tendre une embuscade à quelques-uns, et tombèrent nez à nez avec une douzaine de fusils déjà pointés sur leur point d'entrée. Notre première salve réduisit leurs effectifs, de moitié. Les autres se dispersèrent et ripostèrent, mais nous contrôlions les angles. Nous en capturâmes un vivant et le persuadâmes de parler. Il révéla la base de Karst, le sous-sol d'une ancienne station d'épuration, 3 secteurs plus loin. Il était temps de mettre fin à cette guerre de l'ombre. Nous rassemblâmes tous nos hommes disponibles. Il fallait que ce soit décisif. Si Karst nous échappait, il nous saignerait à blanc. À la faveur de la nuit, les Iron Vipers et les Some Dogs prirent d'assaut la station d'épuration. Nous étions une vingtaine contre une quinzaine de Delac, mais sur leur terrain, avec leur équipement, cela compensait. Les combats étaient interminables. Nous pénétrâmes par 2 entrées, la porte principale et une trappe de maintenance à l'arrière. Les lumières s'éteignirent dès que nous entrâmes, nos faisceaux perçant le brouillard chimique. Les pièces étaient noyées sous la fumée. Les membres des gangs Delac affectionnent les lentilles de contact et les implants pour vision nocturne, un avantage auquel nous nous attendions. Nos bricoleurs ont donc bricolé des projecteurs infrarouges pour aveugler leurs lunettes et les hommes de Garin ont balayé les couloirs avec un lance-flamme thermique pour neutraliser leur cachette. Le chaos s'est installé. J'avançais sur les passerelles avec mon escouade tandis que les hommes de Garin pressèrent le rez-de-chaussée. Des coups de feu sifflants surgissaient de nulle part. Arlo a chuté d'une passerelle et ne s'est pas relevé. Nous avons riposté avec une bombe incendiaire, débusquant Delac, aux membres démesurés, de sa couverture, et l'avons abattu alors qu'il courait en flammes. En bas, la tronçonneuse de Garin hurlait. Les cris en réponse indiquaient qu'il avait trouvé des cibles. J'ai finalement repéré Karst sur une plateforme élevée, se dirigeant vers une bouche d'aération supérieure. J'ai crié et je me suis lancé à sa poursuite. 2 gardes du corps se sont levés pour nous ralentir. J'ai échangé des tirs, avec l'un tandis que l'autre a failli toucher Raph avant que je ne lui loge une balle dans le dos. Karst a grimpé à l'échelle. Je me suis précipité derrière lui et l'ai trouvé accroupi dans la gaine, pistolet à la main. Son tir m'a éraflé la joue. J'ai riposté d'un coup de laser dans sa jambe. Il a grogné et s'est enfoncé plus profondément. Je ne le laisserai pas s'échapper. La bouche d'aération était à peine assez grande pour un homme et noire comme une tombe. J'ai suivi du regard le bruit de sa botte jusqu'à ce qu'il se retourne brusquement et me donne un coup de pied au visage. Des étoiles ont explosé. Nous nous sommes débattus dans ce cercueil de tôle, nous débattant comme des bêtes. Il a enroulé un fil de fer autour de ma gorge. Des points noirs ont fusé, mais j'ai arraché un couteau de ma botte et je l'ai poignardé à l'aveugle. Il a hurlé et s'est relâché. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de maintenance, tous 2 ensanglantés. Il a ri d'un rire humide à travers la mousse rose. « Tu es un imbécile », a-t-il rauque. « Tu me tues et des dizaines d'autres viendront. Tu crois pouvoir renverser l'ordre? Le primus de la ruche ne laissera jamais une racaille comme toi gagner. » Je me suis agenouillé près de lui et j'ai dit, d'une voix basse comme une prière, « Nous n'essayons pas de gagner, nous essayons de vivre. » Puis j'ai mis fin à tout cela d'une balle entre les 2 yeux. Karst disparut, les derniers serpents. De l'ombre se dispersèrent, certains s'enfuirent, les autres périrent. Nous avons réduit l'usine en cendres pour marquer l'événement. Ce fut un lourd tribut,
4 combattants de plus tués, et Garin fut empoisonné à l'estomac par la ruse de Delac. Il se rétablit, plus lent et plus méfiant qu'avant. S'ensuivit une accalmie, suffisamment longue pour que le train-train quotidien reprenne son cours sans nouvelle catastrophe. Dans ce mince répit, j'eus le temps de réfléchir à la vie que je m'étais construite, ou plutôt, à la vie qui m'avait construite. Nous étions devenus une sorte de communauté. Rude, parfois cruelle, mais tissée de moments de camaraderie, et même de rire. Je me souviens d'une fête après une embuscade où nous avions dérobé un stock d'armes de qualité sans aucune perte. Nous avions allumé un feu de joie dans la cour de la vieille forge et ouvert une infusion de serpents sauvages. Il y eut un combat de rue, mais cette fois-ci, juste une lutte pour la gloire. Les parieurs lançaient balles et gâteaux de champignons comme des pièces de monnaie. Pendant un instant, le sous-sol sembla presque habitable. Des gens autour, d'un feu, partageant souffle et bruit. 2 ou 3 gamins dansaient, même sur un rythme métallique fait de tuyaux, dissonant et pourtant magnifique. Léna me tira vers le haut un instant. J'ai 2 pieds gauches et assez d'alcool pour le prouver. Son sourire, édenté, sincère, m'est resté. Un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la normalité, si jamais on y avait accès. Je ne pouvais pas rester longtemps dans la douceur. Un chef se doit d'avoir du mordant. J'ai préservé cette image en cassant le nez d'un imbécile qui avait fait trop de bruit. L'équilibre en toute chose. Avec le temps, je suis devenu une sorte de sage parmi la racaille du coin. On me confiait des différends à régler. Un mélange de confiance et de peur. C'était étrange. J'étais juste un bagarreur devenu chef parce que personne d'autre ne le voulait. J'essayais d'être juste, plus que la plupart de ceux qui étaient dans mon cas. Un code s'est ancré en moi. Ne pas tuer sans raison. Le gamin que j'étais appuyait sur la gâchette sur commande. La personne que je suis devenue ne le fait que pour survivre ou pour que justice soit faite. La trahison, par contre, c'est le péché impardonnable. Si quelqu'un se retourne contre le gang ou nos alliés, aucune pitié. En revanche, la loyauté est récompensée. Des parts plus importantes, et je risquerai ma vie pour sauver un frère. Je me suis assuré que chacun sache que je n'abandonnerai pas les miens, contrairement aux chefs qui traitent leurs équipes comme de la chair à canon. Cela m'a valu le respect, ou la crainte. Si je mourais pour toi, je tuerais 2 fois pour toi. La trahison est quand même arrivée, et elle est venue du pire endroit, de l'intérieur. Raph, le tireur d'élite qui était avec moi au début. On avait tout partagé. On s'était couverts les uns les autres des centaines de fois. Je lui faisais confiance comme à un membre de ma famille. Mais même la famille peut trahir. Il avait commencé un trafic parallèle de drogue dans mon dos. Du Gast, le vicieux. Je m'en doutais après notre purge. Les signes sont réapparus chez les jeunes. Le profit murmure fort dans les bas-fonds. Raif était prudent, discret, persuadé qu'il méritait bien un pécule. Je l'ai confronté en privé après avoir attrapé un de ses coursiers, un gamin qui avait tout balancé. Je m'attendais à ce qu'il nie. Il a juste soupiré, a admis les faits et a eu le culot de me proposer son marché. « Réfléchis-y », a-t-il dit. « On coupe les vivres dans un réseau de produits chimiques. L'argent, le pouvoir, on sort les rivers de la misère. On possède des dômes, on achète des hommes de main, on vit comme des rois. » Je l'ai dévisagé, abasourdi qu'il pense que j'allais mordre à l'hameçon. Bien sûr, la tentation est grande, mais j'avais vu des gens se vider de leur substance. Je ne bâtirai pas notre avenir sur la ruine de notre peuple. Et le trafic de produits chimiques attire des trafiquants sans scrupules. Et pire encore, les trafiquants d'autres planètes. Trop d'inconnus, trop de gros poissons dans notre petit étang. Je lui ai dit non. Brûler la marchandise et partir, ou au mieux, l'exil, au pire. Une balle s'il mettait le gang en danger. Nous étions seuls dans mes quartiers. L'air était lourd comme un brouillard épais. Le visage de Raph s'est durci. « Sans moi, tu serais mort depuis longtemps », siffla-t-il. « Je mérite mieux que ce misérable petit empire de poussière. » J'essayais une dernière fois. Les pilleurs de rouille, comme nous avions commencé à appeler notre groupe unifié, contrôlèrent Scumtown et quelques dômes voisins abritant des ruines de manufactures regorgeant de ferraille. Nous avons organisé le chaos en une opération de récupération de ferraille. Des équipes ratissaient les zones contaminées à la recherche de métal et de composants, les ramenaient et vendèrent le butin à la guilde de fer. Une fois que nous avons prouvé que nous pouvions assurer un approvisionnement régulier sans empiéter sur les intérêts des guildes,
Les courtiers ont accueilli favorablement le commerce. Ils nous ont même délivré un sceau pour nos cargaisons. Pas une véritable licence, mais un signe que notre récupération était légitime. Avec ce sceau sur une cargaison, moins de vautours osèrent s'en mêler. Bien sûr, cet arrangement avait ses conditions. De temps à autre, des agents de guilde nous entraînaient dans leurs querelles secrètes. Un beau parleur de la guilde du Prométhée nous a glissé une offre alléchante de fournitures pour saboter un réseau électrique géré par la guilde Électro. Passer d'une guilde à l'autre n'est pas judicieux, mais les provisions sont synonymes de survie. Alors nous avons tenté le coup. À la faveur de la nuit, nous nous sommes infiltrés dans une ancienne sous-station géothermique qui maintenait en vie une partie de la ruche Primus, avons placé des charges explosives sur les régulateurs et les lignes d'alimentation, puis avons disparu. Lorsque les explosions ont retenti, des quartiers entiers ont été plongés dans le froid et l'obscurité. La guilde Électro n'a jamais remonté la piste jusqu'à nous. Ils ont probablement accusé leurs rivaux. Et nous avons été payés, en armes et en rations, comme promis. Pourtant, voir des familles se réfugier dans le noir à cause de nos actes m'a profondément marqué. Ici, l'éthique s'efface devant la nécessité. Nous nous sommes persuadés que la souffrance était celle des guildes, pas la nôtre. En réalité, j'avais déjà conclu ce marché, extorquant de l'argent à des familles qui peinaient à se nourrir, allant même jusqu'à échanger quelques ennemis capturés avec la guilde des esclavagistes contre des munitions. Chaque transaction permettait à mon peuple de survivre et laissait une cicatrice de plus sur son âme. Je revois encore le regard vide d'une mère à qui j'ai pris sa dernière pièce pour de l'eau. J'entends encore les jurons d'un homme traîné enchaîné. Ces visages me reviennent en mémoire lorsque le bruit s'apaise. Pendant un temps, on a goûté à une certaine prospérité. Un commerce florissant nous a permis d'acquérir de meilleures armes et de vraies munitions. J'ai même réussi à obtenir une prothèse bionique pour l'œil que j'avais perdu lors de ce combat contre Delac, une augmentation multispectrale rougeoyante, intimidante comme le péché et pratique pour repérer les intrus. Plus d'argent signifiait plus d'alcool et d'oisiveté, ce qui engendra de nouveaux problèmes. Les drogues ont refait leur apparition. On avait toujours vu de l'alcool de serpent sauvage et quelques poudres, et il y avait cette rumeur d'un composé, extrait de dépôts d'amidon de cadavres qui provoquaient des visions. Mais avec l'argent sont venus des poisons plus puissants. Les Ghast ont recommencé à infiltrer nos rangs, s'accrochant vite, détruisant encore plus vite. J'en ai trouvé 2 tellement défoncés qu'ils avaient oublié leur montre et ont failli laisser passer un paquet de peaux de rats sauvages. Je les ai remis à leur place et j'ai banni les Ghast de notre territoire. Ça n'arrête pas tout le monde, mais si je les prends, la sanction est sévère. À propos des peaux de rats, les soi-disant fils autochtones des bas-fonds, ce sont des humains depuis longtemps devenus tribaux, vivant de boue et de pierre, avec une vénération pour la ruche comme un être vivant. Des capes cousues de peaux de rats géants, des amulettes en os, un instinct pour les tunnels qui ferait pâlir les cartographes. Certains commercent avec eux pour obtenir des champignons rares et des onguents, d'autres les considèrent comme des mutants. Nous avons maintenu une paix prudente avec une tribu locale, munitions et outils contre médecine et avertissement. Leurs chamans peuvent sentir les os de la ruche bouger. Un chaman s'est relevé en boitant et à rauque. Les grottes célestes tremblent. Un grand fracas se prépare. Cachez-vous ou soyez ensevelis. J'avais appris à prêter attention aux présages. Nous avons répandu la nouvelle dans la ville des racailles pour nous préparer ou nous déplacer vers les niveaux supérieurs. Peu de temps après, la ruche a gémi et s'est cabrée. Des sections entières se sont détachées. Une partie de la vieille forge s'est effondrée. Un autre village, le col de l'impasse, a disparu sous la chute. À Scumtown, nos barricades de fortune ont cédé, mais ont tenu bon. Certaines huttes se sont effondrées, des vies ont été perdues, mais la plupart ont fui les tunnels étroits pour les espaces ouverts, car ils avaient été prévenus. Ensuite, des chemins se sont fermés et de nouveaux se sont ouverts. Ces bouleversements sont à la fois des malédictions et des bénédictions. Ils tuent et ils révèlent un terrain vierge à explorer. Nous avons organisé des expéditions dans les couches fraîchement exposées. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui me hante encore. Dans un abri nouvellement ouvert, nous avons trouvé un ancien sanctuaire, une architecture qui sentait encore les premiers colons, des ossements figés, comme si leur propriétaire s'était endormi pour ne jamais se réveiller. Au centre se trouvait une capsule métallique fissurée. Une silhouette en robe déchirée se tenait près d'un mur veiné d'un cristal vert étrange, l'examinant.
J'ai pensé charognard, jusqu'à ce que je voie l'erreur, une peau pâle luisante comme des écailles, des bras avec une articulation supplémentaire. Pas un hivernant ordinaire, peut-être un mutant charognard, ou pire. Il se retourna, ses yeux captant la lumière, comme ceux d'un chat. L'un des miens aboya pour avoir un nom. Il sourit, maigre et distant, et dit « Les étoiles ont prédit cette rencontre. » Je me suis hérissé. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a parlé par énigme d'une moissonneuse, qui approchait et nous a exhortés à fuir. Lorsqu'il s'est avancé, l'un de nos gamins nerveux a ouvert le feu. Des balles lui ont criblé le torse. Il a sifflé, la mâchoire distendue, les dents allongées, et il a franchi un espace vide d'un seul bond. Nous lui avons vidé nos chargeurs. Il a arraché la gorge du gamin qui avait tiré le premier avant qu'une rafale d'automitrailleuse ne lui réduise le crâne en bouillie. De près, le cadavre était à la fois humain et non humain. Une contamination xénos évidente, une sorte d'hybride. Jane Stiller m'a traversé l'esprit, et avec lui la terreur qu'un culte puisse se tapir dans nos profondeurs. Si cette corruption avait pris racine, le primus de la ruche pourrait être dévoré de l'intérieur. Et si l'Inquisition la prenait, elle réduirait des districts entiers en cendres. J'ai pesé le pour et le contre, car chaque option nous condamnerait. Dénoncer la police et nous attirer des ennuis, ou garder le silence et espérer que l'horreur s'éloigne. J'ai opté pour la solution de facilité. Par des voies détournées, j'ai glissé un tuyau à un doreur de haut rang. Quelque chose d'immonde rôdait dans cette zone. Laisser l'information remonter jusqu'aux forces de l'ordre, ou pire, sans que nos noms soient cités, et nous pourrions nous éloigner avant que les flammes n'atteignent notre cible. Des rapports ont filtré concernant une opération de nettoyage, à quelques dômes de là. Les forces de l'ordre bouclèrent les tunnels et des silhouettes en armure noire rôdaient avec elles. Des arbitres, peut-être même des acolytes de l'Inquisition. Le feu ravageait les dédales. Nous avons éteint nos lampes et respiré comme des pierres. À travers une fissure dans notre barricade, j'ai aperçu le symbole qui vous glace le sang. Les escouades avançaient méthodiquement, les voies du Vox. Secteur sécurisé. Purger le suivant. Un lance-flamme a transformé une cabane en fournaise. J'ai vu des silhouettes se débattre et disparaître dans la lueur. Cultistes ou simples passants, peu importait. Tout brûlait. Un arbitre a saisi une vieille femme en pleurs dans une ruelle et l'a achevée d'un seul coup de carreau. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas de la brutalité, c'était une extinction autorisée. Des acolytes en robe balayaient chaque fissure de leur baguette auspex. L'une d'elles s'est approchée à portée de main de notre faux mur. Mon cœur battait la chamade. Un de mes hommes a murmuré une prière. La tête de l'acolyte s'est tournée vers nous, puis un bruit métallique au loin l'a fait reculer. La chance nous a séparés des cendres. Survivre au bas-fond est une chose. Survivre à une purge inquisitoriale en est une autre. Je ne veux plus jamais me retrouver si près de leur regard. Après cela, j'ai établi une règle simple. Si quelque chose est étrange et lumineux, on s'en va. Nous ne sommes pas des chasseurs de sorcières. Nous avons déjà assez d'horreurs mortelles à dévorer sans déterrer les anciennes. Le temps s'écoulait. Les cheveux de ceux qui restaient debout ont blanchi. Des escarmouches éclataient et s'apaisaient, mais rien n'égalait ces premiers brasiers. Après une accalmie, la réflexion s'installe, ce qui tient lieu de philosophie chez un chef de quartier. Ce monde ruche dévore les siens. Là-haut, la cité brille grâce au labeur de milliards de mains anonymes. Nous sommes les fondations, oubliées, le sang et les os de Necromunda. Ils la vénèrent comme un joyau de l'industrie. Ici-bas, c'est un mausolée pour l'ambition. Nous nous battons pour survivre, et le prix à payer est parfois d'être envoyés mourir dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Certains des nôtres ont emprunté cette voie. Garin et 2 de ses colosses ont répondu à un recruteur lorsque la peste a décimé leur famille. Ils se sont dit que la garde, combattant des orques ou pire, ne pouvait pas être plus dure. Je leur ai souhaité du courage. Le grand costaud me manquait de toute façon. Peut-être ont-ils trouvé un sens à leur vie. Peut-être ont-ils trouvé une fin rapide. Il court même une rumeur selon laquelle les Imperial Fists recrutent dans nos profondeurs qu'une forteresse de la cité ruche forge les jeunes les plus endurcis pour en faire des Astartes. Imaginez un peu, un rat des égouts maigrichons renaissant en acier de l'empereur. La plupart rient de cette histoire. Dans l'obscurité, certains s'y accrochent. Je ne peux pas jurer que c'est vrai, pas de là où je suis, mais je ne blâme
Personne de se raconter une histoire qui adoucit un peu la nuit. Je n'envie aucun garçon emmené de force, troquant un enfer pour un autre, combattant dans les guerres de l'empereur à travers les étoiles. Si vous êtes un marine, au moins, vous tombez pour une grande cause au lieu de vous vider de votre sang anonymement dans un caniveau. Mais tout cela est bien au-dessus de ma condition. Certains parlaient de quitter la ruche pour de bon, de s'aventurer dans les cendres désolées pour recommencer à zéro. Je comprenais l'envie, mais c'est un rêve fou. Les terres désolées sont un désert radioactif de dunes et de créatures cauchemardesques. J'ai rencontré un jour un charognard qui a tenté l'expérience. Il est revenu des mois plus tard, la peau à vif à cause des tempêtes d'acide et l'esprit rongé par des horreurs qu'il refusait de nommer. Au-delà des murs jonchés de cadavres de la ruche, il n'y avait pour nous qu'une mort plus rapide. Alors je suis resté et j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai fini par jouer les arbitres dans les conflits, même entre gangs, pour une part du gâteau ou un service. Nous avons tissé des liens avec les agents de la guilde. Les plus malins ont compris qu'il était plus facile de sécuriser les routes commerciales avec nous à leur côté. J'échangeais de la ferraille, des drogues, tout ce que nous pouvions nous permettre contre ce dont nous avions besoin. La vie continuait, brutale, mais la nôtre. Et tous les jours n'étaient pas une misère sans fin. Il y avait des moments de joie sincère. Je me souviens d'une naissance à Scumtown, aussi rare qu'un trèfle à 4 feuilles dans le caniveau. La mère, Deanna, a accouché en plein échange de tirs. Le gamin avait un timing impeccable. Après avoir repoussé les assaillants, je me suis précipité vers une infirmerie de fortune éclairée par une simple lampe et j'ai aidé à mettre l'enfant au monde. Quand ce bébé a crié « Empereur », nous avons ri et pleuré avec lui. Une nouvelle vie, née dans cette fosse. On l'a appelé Lucky. Je suis devenu son parrain pour ce que ça vaut. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un gamin débrouillard qui traînait avec les porteurs d'eau. Savoir qu'on avait réussi à en accueillir un plutôt qu'à en laisser partir un autre, c'était déjà une victoire. Je ne vais pas édulcorer la suite. Les moments difficiles ont largement surpassé les bons. J'ai fait des choix qui damneront mon âme, si tant est que la damnation existe. J'ai accumulé les ennemis comme du bois de chauffage. J'ai vu des enfants mourir de faim pendant que des nobles festoyaient au-dessus de nos têtes. J'ai murmuré des prières au dieu empereur et maudit son nom le lendemain pour l'enfer dans lequel nous sommes plongés. Et je le referai, parce que dans les bas-fonds, c'est comme ça qu'on survit. Des décennies ont passé depuis que le gamin maigre a pris une arme pour la première fois. Je suis un vieil homme selon les critères des bas-fonds, j'approche la cinquantaine. Mon corps est un patchwork de cicatrices et d'implants, un bras droit plus métal que chair après un accident avec un broyeur, un œil bionique qui rougeoie dans l'obscurité, la moitié de mes dents remplacées par des implants de fortune. Chaque vieille blessure me fait souffrir dès que le froid s'installe. Les nuits d'insomnie, je m'adosse à un mur et sens chaque année peser sur mes épaules comme une dalle de béton. Et pourtant, je respire encore. Rien que ça, c'est une victoire. Assis sur une chaise verrouillée dans notre poste de police fortifié, j'observe les jeunes se préparer pour un raid. Impatients, anxieux, essayant de ne rien laisser paraître. Un garçon, à peine 17 ans, charge maladroitement les cartouches de son fusil à pompe, les doigts tremblants. Je lui prends l'épaule pour le soutenir. Gardez l'œil ouvert, tout ira bien, lui dis-je. Il esquisse un sourire pâle, hoche la tête, et je vois sa détermination se renforcer. En lui, je me reconnais, avide de prouver que je ne craquerai pas. C'est à la fois troublant et étrangement réconfortant. C'est vers moi qu'ils se tournent maintenant, ces membres de gang. Pour eux, je suis le vieux survivant aux 1000 histoires. Certains m'appellent tonton, à moitié pour rire. Je leur aboie dessus pour qu'ils arrêtent. Mais ça m'est égal. À leurs yeux, je suis mi-totem, mi-relique. Je suis fier d'eux. Je le dis rarement, mais c'est vrai. Je vois en eux la même flamme qui m'a maintenu en vie, et je commence à me dire que c'était peut-être ma raison d'être depuis le début. Guider la prochaine bande de scélérats à travers ce cauchemar pour qu'ils puissent faire de même, pour les générations futures. Un nouveau chapitre s'écrit encore. L'Imperium est en plein chaos. Les rumeurs circulent jusqu'ici. De grandes failles déchirent le ciel. Des mondes ruches disparaissent. Les cauchemars deviennent monnaie courante. Les dorés nous serrent la main plus fort que jamais, nous saignant à blanc. Les enforceurs s'enfoncent plus profondément dans la ruche qu'auparavant. Quelque chose se prépare. La guerre, peut-être. Notre dernier jour, peut-être. Je ne peux pas le dire.
Je sais seulement que ma bande, ma famille, a encore une mission à accomplir. Un convoi de la guilde arrive ce soir, chargé de fournitures médicales et de bâtons là-haut, inestimables et lourdement gardés. Cela pourrait tout changer pour notre peuple. Nous avons un plan pour le prendre. C'est follement risqué. Ça l'a toujours été d'ailleurs. Je sens le poids de mon fusil à pompe tandis que je le charge. Mon équipe vérifie ses armes, échange des hochements de tête, bref. Certains dissimulent leur nervosité, d'autres affichent un sourire béat. L'adrénaline nous fait réagir différemment. Et pourtant, nous avançons. Parce que c'est notre devoir. Un calme étrange m'envahit. J'ai frôlé ce précipice bien trop souvent pour le compter. Je ne vais pas faire semblant du contraire. J'ai un mauvais pressentiment. Peut-être est-ce l'âge qui me tire par la manche, ou peut-être des fantômes. Peu importe. Nous y allons. Et je serai en tête. Si c'est ma dernière mission, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut tomber sur mes pieds, le fusil crépitant, que de dépérir lentement. C'est la seule fin que je connaisse. Je l'ai acceptée. J'ai survécu à la plupart d'entre nous ici-bas. Et quoi qu'il arrive, j'ai fait tout mon possible pour les miens. Mon mémorial ne sera ni de marbre ni de métal. Il sera fait des vies que j'ai protégées, de l'équipe que j'ai transformée en gang, de la peur que j'ai semée chez ceux qui nous traquaient. Peut-être survivra-t-il à ces mots, s'ils survivent un jour. Alors, à la ruche d'en haut, écoutez ceci. Nous oublier, c'est prendre un risque. Une flèche ne tient que tant que ses fondations sont solides. Si vous nous poussez trop loin, même les plus faibles s'effondreront. Et à tous ceux d'ici-bas, frères, sœurs, charognards et vermines, je vous salue. Continuez à vous battre, continuez d'avancer. Nous, les habitants des bas-fonds, tenons bon. Dans un monde qui veut notre disparition, chaque respiration est un acte de défi. Notre existence est chèrement acquise et nous appartient. Tant que l'un d'entre nous respire, l'esprit des bas-fonds ne s'éteint pas. Mon chronomètre interne fait tic-tac. Je me hisse hors de l'eau, mes os me faisant souffrir. Quelques-uns des miens me regardent. J'acquiesce. Très bien, bande de bras cassés. Je grogne en enfilant mon manteau blindé. Au boulot! Nous nous faufilons dans un conduit sinueux vers le point de passage obligé pour le convoi de la guilde. Mon cœur bat la chamade. Devant moi, une faible lueur. Les silhouettes de gros transporteurs et le scintillement des blindages sous les phares vacillants. Ils ignorent ce qui les attend. J'arme le fusil à pompe. Le claquement sec résonne sur l'acier. Autour d'eux, moi, mon équipe se déploie, se glissant derrière les piliers et les débris, le visage impassible. Un souffle de calme, le dernier avant la déferlante. Je baisse la main et nous déclenchons le piège. Nos bottes martèlent le sol tandis que nous chargeons, notre cri de guerre résonnant dans le couloir comme un hymne de défi. Sous le rugissement, je murmure, rien que pour moi. Que l'empereur soit damné, ou que l'empereur me protège, c'est du pareil au même. Donnez-moi juste la force. Puis le silence se brise. Notre première salve jaillit des ténèbres, les lueurs des canons vacillants. Un garde doré en armure lourde chancelle et s'effondre sous nos balles qui le criblant. Cris et jurons fusent. Les tirs de riposte sifflent. Des étincelles jaillissent des ricochets. Le jeune homme que j'avais aidé à se maintenir se relève, lance une grenade en trajectoire parfaite. L'explosion se produit sous un camion. 2 gardes disparaissent dans les flammes. Je laisse échapper un rire, l'adrénaline noyant la peur. Puis une douleur fulgurante, comme un coup de massue dans les côtes, me terrasse. Je me hisse à couvert, baisse les yeux. Une tache rouge apparaît sur mon manteau. Touché. Je l'entends à peine. Le choc et la fureur m'engourdissent. De l'autre côté de l'allée, j'aperçois le tireur, plus âgé, un ancien homme de main à en juger par son allure, adossé à des caisses qui se remettent à s'aligner. Je serre les dents, me redresse d'un bond et lui décoche une rafale de fusil à pompe. Une douleur lancinante me transperce le flanc, mais il esquive. Tant mieux. Je ne mourrai pas recroquevillé. Le tunnel est un chaos indescriptible. Cordite, prométhium en flammes, hurlements. Garine est toujours debout, hurlant, fonçant sur un groupe de gardes, encaissant les tirs laser sans broncher. Sa tronçonneuse en déchiquette un. Le sang gicle sur le mur. Un instant plus tard, un tir chanceux lui effleure la nuque. Il s'agenouille et continue de frapper. Je rugis et me précipite pour le couvrir. Un garde surgit devant moi, son marteau de choc crépitant.
Un instant, la surprise nous saisit tous les deux. Deux âmes en furie se heurtant dans ce chaos. Il frappe. Je me glisse sous son arc et lui assène un coup d'épaule dans le ventre. Nous nous écrasons dans la boue, nous agrippant. Il est fort, certes, mais j'ai déjà lutté contre des crocodiles des marais. D'un coup sec et bref, je lui enfonce mon couteau sous la mâchoire. La chaleur envahit ma main tandis que son poids se relâche. Je le repousse, me relève en titubant. Ma vision se trouble. Des brûlures jaillissent de la blessure à mon flanc. Ma paume est luisante et rouge. Pas encore. Je force mes jambes à bouger. Le combat atteint son paroxysme. La plupart des gardes du convoi sont hors de combat. Une poignée s'accroche à un camion renversé, échangeant des tirs désespérés avec les survivants. Du coin de l'œil, j'aperçois Rafe, clairement présent, posté près d'une colonne avec ses vieilles coéquipières, me couvrant comme au bon vieux temps. Je cligne des yeux et il a disparu. Un simple tour de ma mémoire qui flanche. Puis la voix de Craig résonne dans ma tête. « Debout, gamin !» Une balle perdue ricoche sur le pont et me ramène à la réalité. Je rampe derrière une barrière où deux des miens sont accroupis. Le jeune homme, le visage entaillé et arborant un sourire. Sauvage et Sarna, imperturbable, rechargeant son fusil automatique malgré la blessure à la joue causée par des éclats d'obus. Il m'adresse un sourire carnassier. Que Dieu les bénisse. Le dernier soldat chancelle, flanqué de deux survivants, tentant de fuir par le tunnel. En vain. Je donne un coup de coude au gamin. Finissons-en. Il bondit, tirant par rafale. Je me redresse en m'appuyant sur mon épaule, un bras plaqué contre mon flanc et hurle. Marche arrière, sans doute le dernier ordre que je donnerai. Les contours du monde s'assombrissent, tandis que ma bande défile. Les coups de feu se raréfient, ne laissant place qu'à des crépitements épars, puis à des cris. La victoire. On l'a fait. Le convoi est à nous. Dans la lueur du carburant qui brûle, j'aperçois le butin. Des caisses de kits médicaux et de produits chimiques. La vie qu'on ne voit jamais à moins de la prendre. C'est à la fois amer et magnifique. Des provisions, comme celle-ci aurait pu sauver ma mère. Trine, tant d'autres. Au moins maintenant, elles nourriront et soigneront les nôtres au lieu d'enrichir la guilde. Un sourire amer se dessine sur mes lèvres. Ce sont les jeunes qui l'ont fait. L'adrénaline retombe. La douleur est insoutenable. Mes genoux fléchissent. Je glisse le long du muret. Le pont est froid, mon sang chaud. C'est mauvais signe. Je ne me relèverai pas. Les cris de joie résonnent comme s'ils venaient de loin. Le temps semble suspendu. La poussière danse à la lueur du feu. Le calme règne. Des formes s'approchent de moi. Mon équipage, je crois. Mais leurs voix sont déformées et lointaines. Quelqu'un m'appelle. Mon cœur ralentit. Craig s'agenouille dans mon esprit, comme dans mes vieux cauchemars. « Ça en valait la peine ?» demande-t-il d'une voix douce. Cette fois, je le sais. Je découvre mes dents dans un sourire sanglant. Oui, ça en valait la peine. Le visage de ma mère s'illumine. Une berceuse fredonne à peine, les mots oubliés mais la mélodie encore chaleureuse. Une douce sensation m'envahit, qui n'est pas du sang. Après des décennies de souffrance et de lutte, je me sens étrangement légère. Mes paupières s'alourdissent. Les cris s'estompent en un murmure sourd. Je pense à cette petite fille dans l'enclave, au rire rauque de Garin. À toutes ces vies liées à la mienne dans cet enfer que nous appelons la Souruche. Nous avons combattu, nous avons saigné, nous avons survécu. Nous n'avons jamais cédé. Dans une galaxie de misère, ce n'est pas rien. Mon sang rejoint les innombrables taches sur ces murs. Une autre strate de la mémoire de la Souruche. Personne dans la ruche ne connaîtra mon nom. Mais les ténèbres, elles, se souviennent à leur manière. Les battements de mon cœur s'estompent en un murmure. Des formes se rapprochent. Le jeune garçon, les yeux embués de larmes, appelle à l'aide. Trop tard, mon petit. Avec le peu de force qui me reste, je lui tapote le bras. Ne t'inquiète pas, je murmure, sans être sûr d'entendre quoi que ce soit. J'ai un goût de fer dans la bouche. Je rentre à la maison. À la maison. Drôle de mot. Peut-être est-ce la faim qui me joue des tours, mais la lumière que je vois n'est pas cruelle comme celle de la ruche. Elle est chaude, dorée. Des silhouettes y attendent. Ma mère, Craig, les autres.
Ma famille, la seule que j'ai jamais eue. Je souris tandis que les ténèbres m'engloutissent enfin. Ici-bas, rien n'est acquis. Mais que l'empereur soit maudit, j'ai mérité ma paix.